Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Notre monde économique et social, actuellement en questionnement, s'interroge sur les moyens de rebondir face à la crise. Tous les Algériens sont invités à s'associer à cette démarche, pourvu que les pouvoirs publics, bien entendu, donnent les bonnes impulsions et indiquent les bons chemins à prendre. Tous les Algériens doivent être associés, y compris, bien entendu, ceux qui vivent à l'étranger. Nous devons les inviter à participer à ce redéploiement, car l'essentiel d'entre eux gardent une forte attache avec leur pays d'origine et sont à même d'apporter une diversité, une complémentarité et même souvent une expertise qui ferait tant de bien à notre société. Pour autant, peut-on aujourd'hui qualifier et quantifier l'apport économique de cette communauté? Et d'ailleurs, est-il réellement nécessaire de le faire ou n'est-ce là qu'une illusion, comme l'avancent certains? C'est précisément de tout cela dont nous allons parler maintenant et voir avec nos 4 invités que je vous présente tout de suite. Mohamed Saïb Muzet, vous êtes directeur de recherche au CREAD. Ali Bey Nasri, vous êtes expert économique, président de l'ANEXAL, l'association des exportateurs algériens. Aziz Nafa, vous êtes maître de recherche au CREAD. Le CREAD, qui est le centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Et enfin, Kamel Haddar, vous êtes serial entrepreneur, beaucoup de choses en 4 années de présence ici en Algérie. Vous êtes le fondateur du site électronique d'information Algérie Focus. Et vous venez de lancer un site très intéressant, Imadrasa, à destination de l'univers scolaire, pour venir en soutien à tous les élèves d'Algérie. Voilà, alors ce débat s'intéresse à la diaspora, une diaspora que certains disent qu'il faut courtiser, d'autres non, disent que ce n'est pas nécessaire de la courtiser. Alors moi, je voudrais qu'on reprenne avec vous les chercheurs, un petit peu l'état des lieux. Vous vous êtes longtemps appesantis sur en cherchant sur l'évolution de cette communauté et dans sa relation avec son pays d'origine. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut d'abord qualifier et quantifier cet apport économique de la part de la diaspora? Monsieur Muzet. Bien, bonjour tous. Effectivement, au niveau du CREAD, on a travaillé longtemps sur la communauté algérienne à l'étranger. Je parle beaucoup plus de communauté parce que vous parlez de diaspora. Il faut aller encore plus en profondeur. Disons, on travaille sur les premières données dont on dispose. Attendez, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le terme de diaspora n'est pas suffisant? N'est pas encore suffisamment construit. Parce que il y en a qui parlent. Moi, je parle, disons, en termes de quantification. En termes de quantification, ce qu'on connaît actuellement, c'est la communauté algérienne à l'étranger, communauté qui ne concerne exclusivement que les Algériens à l'étranger qui sont immatriculés auprès de nos consulats. Ceux qui ne sont pas immatriculés, certes, ils font partie de la diaspora, mais on ne peut pas encore les quantifier. Pour certains, je parle globalement de chiffres. Quand on regarde les données de migration internationale telles qu'il est publié par les grandes agences au niveau mondial, on nous donne à peu près 2 millions actuellement notre communauté algérienne à l'étranger. Mais quand on parle de la diaspora, certains chiffres avancés, mais ce ne sont pour moi que de guess estimation, c'est-à-dire ce ne sont pas des chiffres réels. Il y en a qui parlent jusqu'à 5 millions ou même 7 millions si on inclut pratiquement la 3e et 4e génération de la communauté algérienne. Donc, à partir de là, en travaillant exclusivement sur la communauté, dont on dispose des éléments de quantification, on peut dire qu'ils sont à peu près 10% de niveau supérieur et plus. Donc, premier élément, si vous voulez, de quantification, 10% de 2 millions, donc ça tourne autour de 200 000, 250 000 de personnes au niveau de notre communauté algérienne qui sont de niveau supérieur. Alors là, nos dernières analyses qu'on a fait, on découvre qu'il y a pratiquement, pour les niveaux supérieurs, il y en a pratiquement 70% qui ont déjà pris la nationalité du pays d'accueil. Alors, ce qui reste, donc pratiquement 25%,
qui ont maintenu la nationalité algérienne et qui n'ont pas encore, je dis bien, n'ont pas encore pris la nationalité du pays d'accueil. Maintenant, ça en termes, disons, de niveau. Mais en parlant de diaspora, en parlant de nos compétences, c'est vrai qu'il n'y a pas que le niveau d'instruction qui fait d'un membre de notre communauté un homme d'affaires. Il peut avoir des talents cachés, il peut être dans le domaine sportif, il peut être dans le domaine des affaires, il peut être dans différents domaines, donc pas nécessairement en termes de niveau. Voilà, disons, un peu la distinction qu'on doit faire. Et pour aller maintenant vers réellement ceux qui disposent des compétences en termes économiques et sociaux, là, il faut peut-être réduire les données qu'on peut avancer. Ils sont à tout casser 40 à 50 000. D'accord. Aziz Nafa, vous partagez un peu ces chiffres, enfin ces pourcentages? Alors, vous voulez ajouter autre chose? Oui, j'aimerais bien effectivement intervenir sur le concept de diaspora. Effectivement, le concept en soi n'était pas, depuis l'indépendance, n'était pas accepté par les pouvoirs publics algériens. On considère que le concept, donc on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, en fait, développer un peu l'historique du concept, mais ce qu'on peut dire, qu'effectivement, à partir de 2014, on commençait concrètement à parler de diaspora, notamment au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui considère que la communauté algérienne qui pourrait apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale, englobe effectivement les entrepreneurs, généralement ça veut dire les Algériens de niveau de hautement qualifié, ce qu'ils appellent hautement qualifiés, dont font partie effectivement les entrepreneurs. Donc pour les chiffres, en 2014, le représentant, l'ambassadeur français en Algérie avait effectivement annoncé pour la première fois le chiffre de 5 millions d'Algériens, 5 millions de Français d'origine algérienne. Et là, on est effectivement, là, c'est un chiffre d'Algériens en France. Après, effectivement, on estime à 7 millions, comme disait M. Musette, 7 millions d'Algériens établis à l'étranger. Maintenant, l'intérêt, puisque là, on est... pour les enfants déclarés. Voilà, on développe un peu le rapport diaspora-développement. Ce rapport-là, effectivement, c'est toute personne, parce que la diaspora englobe, ça veut dire, si on revient un peu à la définition de la diaspora, c'est toute personne d'origine d'un pays, établie dans un autre pays ou née dans un autre pays, mais qui garde un lien fort avec le pays d'origine. Ça veut dire qu'on peut avoir des Algériens, des Français d'origine algérienne, qui sont nés en France, qui ont évolué en France, qui ont fait leurs études en France et qui sont restés en France, travailler ou entreprendre en France, mais qui ne gardent pas ce lien, qui se disent français à part entière, qui ne gardent pas le lien avec l'Algérie, avec leur pays d'origine. Ceux-là sont exclus de la conception ou de la définition de la diaspora. La diaspora, essentiellement, oui. Désolé, la diaspora, c'est essentiellement les personnes qui gardent le lien avec le pays d'origine. Le lien, soit par lien affectif, par des retours souvent en vacances au pays d'origine, par les envois de fonds, par une création d'entreprise. Donc le lien, il faut qu'il y ait une attache avec le pays d'origine. Est-ce que cette diaspora, elle est qualifiée de diaspora, on prend en compte l'Algérie à partir de 62 ou l'Algérie d'avant? Je vous amène sur cette idée, juste pour parler des Juifs d'Algérie ou des Turcs d'Algérie ou des Romains d'Algérie. Parce que le concept de diaspora, est-ce qu'il remonte loin ou est-ce son acceptation aujourd'hui n'est reconnue que dans ses fondements contemporains? Oui. Dans la littérature, le concept de diaspora est tout récent. Donc on parle de diaspora parce que on est dans une conjoncture où la conception de migration ou de migrants
n'a pas, à mon sens, il va me contredire peut-être M. Musette, à mon sens, n'a plus sa place dans la conjoncture actuelle. C'est-à-dire un monde globalisé où les technologies de l'information et de la communication sont énormément développées, les transports sont très développés. Donc une personne peut être donc établie en France, aux États-Unis ou au Canada, peut développer des affaires en Algérie, donc il peut être ici et là-bas, donc on parle plus de la circulation, ou bien donc on est dans une forme de circulation de compétences, de personnes. Ils ne sont pas forcément, on ne parle pas de retour physique, on peut avoir un retour, mais qui n'est pas forcément physique. D'où la conception de migration, de diaspora, qui effectivement, à mon sens, pour le cas algérien, est plus adapté que la migration de retour ou la migration tout court. Voilà. Oui, ça devient de plus en plus complexe parce que même quand on a des individus qui reviennent au pays, donc qui sont éléments d'une diaspora, deviennent de fait d'une autre diaspora quand ils reviennent au pays, non? Si. Par rapport à leur deuxième nationalité, leur nationalité acquise. C'est là la distinction. Moi, je reviens, c'est-à-dire quand on parle de la migration de la diaspora, moi, je fais une coupe historique. On ne peut pas oublier l'indépendance de l'Algérie. À partir de 1962, on ne peut pas oublier la composante d'immigration étrangère qui était en Algérie avant l'indépendance. Avec des Espagnols, des Italiens, des Français et plusieurs nationalités. Donc vous n'avez pas le même point de vue. C'est-à-dire, moi, je fais une coupe historique. L'Algérie recouvre son indépendance, se donne maintenant à un État algérien, se donne la nationalité algérienne, chose qu'on n'en avait pas. On était des Français d'Algérie avant l'indépendance. Donc, en parlant de diaspora avant l'indépendance, là, on y va. Pour certains, ils le font. Bon, chacun son objectif. C'est-à-dire, pour moi, lorsque je commence à travailler sur la migration, je suis obligé de faire une coupe. Très bien. Une coupe. L'Algérie était un pays beaucoup plus d'immigration avant 1962. Il y avait des millions d'étrangers qui étaient en Algérie, qui venaient en Algérie, qui ont peuplé l'Algérie, qui ont occupé l'Algérie, qui ont spolié l'Algérie. Il y a une coupe historique où ils ont été obligés de repartir. Et ils avaient le choix d'opter pour la nationalité algérienne ou la nationalité de leur pays d'origine. On en connaît. Là, mais ils gardent aujourd'hui, il y en a qui disent garder une attache avec ce pays. Oui. Donc est-ce qu'ils font partie de la diaspora ou non? Le dernier rapport. Ils ne font pas partie de la communauté peut-être aux yeux de l'État, mais ils font partie de la diaspora. Exactement. Donc moi je suis parfaitement d'accord, disons, des personnes qui sont nées en Algérie, qui ont maintenant opté pour la nationalité de leur pays d'accueil, c'est-à-dire ils sont partis d'Algérie. Ils ont peut-être tout perdu, mais ils ont cette nostalgie vers l'Algérie, reconquête du territoire, à revenir. Donc moi, je suis... Oui. C'est un peu compliqué parce que ce sont des choses qui sont liées au cœur, il y a de la passion, à l'imaginaire et la passion. Et ces choses tous ces éléments, on ne peut pas, disons. Alors, oui, rapidement, parce que. Oui, rapidement, en fait, à mon sens, la diaspora, ça veut dire nous écarte, ou plutôt on rompt totalement. Donc le concept de frontière, le concept ça veut dire de nationalité de naissance. Donc là, on est concrètement en présence de personnes qui gardent un lien, ils sont de deuxième, de troisième génération, mais le fait d'avoir le lien fort, une attache forte avec le pays d'origine, là, on les considère effectivement comme peut-être qu'en définitive, appartenant. Ce serait la seule chose qu'il faudrait retenir, c'est peut-être cet amour de l'Algérie qui les amènerait à bien faire pour notre économie et pour notre société sans doute. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à nos deux autres invités qui sont sur le plateau, partir en Bretagne, à Vannes, dans le Morbihan, pour interroger un jeune homme qui a 35 ans, qui est parti d'ici. Il a fait ses études à l'Institut national du commerce, ici à Alger.
Il est parti à Toulouse par la suite, une grande école de commerce, il fait un master, ensuite il fait des stages, il entre chez Canal+, des confrères de la télévision, et ensuite aujourd'hui il se retrouve à New York pour travailler pour une grande compagnie dans les assurances et dans les finances. J'ai voulu l'interroger pour lui poser certaines questions maintenant qu'il est bien parti là-bas, voir un petit peu ce qu'il pense actuellement. Redouane Ghebli, bonjour, vous nous entendez ? Oui, oui, très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le début de cette émission. Oui, tout à fait. J'ai écouté. Bonsoir à vous, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, effectivement, je suis. Oui. Je vous écoute. Vous m'entendez très bien? Très bien. Ouais, parfait. Donc, je suis algérien. J'ai été formé en Algérie. Je suis né en Algérie. J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 24 ans après une licence. Donc voilà, et puis avec mon parcours professionnel, effectivement, j'ai intégré une école de commerce, j'ai travaillé dans une chaîne, et puis j'ai travaillé aussi dans les banques ici en France. J'ai occupé plusieurs postes, jusqu'au poste de gestionnaire de patrimoine. Donc, et puis j'ai toujours été fasciné par les États-Unis. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir la green card, la carte verte américaine, dans une loterie, et puis j'ai décidé de quitter la France car j'ai décroché un poste de travail dans les assurances. Donc, je suis conseiller financier. J'accompagne les entreprises et les particuliers dans ce qu'on appelle le financial planning, donc la planification financière. Donc, voilà, je suis très content. Alors, très bien. Bon, donc vous voilà bien parti, d'après ce que l'on voit. Là, vous êtes actuellement en vacances, hein, c'est ça, en Bretagne? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous êtes marié, excusez-moi de vous poser cette question. Oui, je suis marié. À une Bretonne? Je suis marié, exactement. D'accord, ceci explique cela. Parce que, Voilà, parce que vu le temps, je vous aurais invité à venir de ce côté-ci de la Méditerranée. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, donc vous êtes bien parti là-bas, quels sont aujourd'hui vos horizons? Vous voulez rester là-bas? Vous voulez revenir un jour dans votre pays? Vous voulez rester et travailler avec l'Algérie? Alors expliquez-nous un petit peu quel est votre état de pensée à ce sujet. Alors, comme tout Algérien, je pense, hein, donc le rêve, c'est de revenir en Algérie, travailler en Algérie. Hein. Je suis formé en Algérie, je me souviens de mon école de commerce, l'Institut national de commerce d'Alger. D'ailleurs, je salue mes professeurs et mes amis s'ils me regardent. Donc voilà, c'est un rêve en fait de rentrer en Algérie. C'est vrai qu'on entend parler de la diaspora, ça fait des années, mais rien ne se fait sur le terrain. Personnellement, je fais partie des associations donc de networking, ce qu'on a eu en fait d'autres. D'accord. Vous essayez de garder donc une attache. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Mais en fait, voilà, le rêve, c'est de rentrer en Algérie. Mais pour rentrer en Algérie, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut en fait qu'il y ait un environnement favorable. Parce que c'est vrai que arriver en France et puis aux États-Unis, arriver à réussir dans son domaine, c'est pas évident. Donc voilà, on a acquis cette notion d'efficacité, voilà, le temps, les Américains disent time is money, donc on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que vous avez aujourd'hui une réflexion précise quant à ce retour? Est-ce que vous êtes déjà sur des projets immédiats ou non? Alors, pour le moment, non. Pour le moment, non. En fait, le paradoxe, en fait, je suis invité presque chaque mois par des représentations d'autres pays comme la France. Je rencontre des chefs d'entreprise. Donc, eux, effectivement, vu le problème économique actuellement qu'on rencontre, c'est des pays développés, mais ils font un effort pour voilà, attirer leur diaspora à travailler, à investir là-bas. En fait, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui sont d'origine algérienne. Franchement, ils ont le cœur pour l'Algérie. Et ils veulent, mais ils ne savent pas comment le faire. C'est-à-dire, en fait, il ne suffit pas de le vouloir, il suffit vraiment d'être accompagné. Alors, je ne sais pas s'il y a un consulat d'Algérie à New York. Je sais qu'il y en a un à Washington. Est-ce qu'il y en a un à New York? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes connu au niveau de ce consulat?
Je pense pas. Je pense pas en fait. Mais vous n'avez pas fait de démarche pour vous rapprocher de ce consulat. Alors, il n'y a pas vraiment. Comment En voulez-vous fait, que il y a ce des consulat fêtes, se rapproche de vous? Je pense, en fait, je pense pas. C'est vrai que l'invité a précisé qu'il y a des gens qui, en fait, qui se sont pas rapprochés des consulats, qui se sont pas inscrits. Donc, personnellement, j'ai pas, en fait, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de nouvelles, en fait. Non, ne dites pas qu'il n'y a pas de communication si vous ne vous êtes pas rapproché d'eux. C'est à vous de le faire, Alors, si vous le souhaitez. effectivement, bien sûr, c'était un projet de me rapprocher d'eux, mais en fait, je parle en fait c'est-à-dire donc des événements, en fait. La diaspora algérienne installée aux États-Unis, donc il y a pas mal de compétences, mais on ne voit pas d'événements pour se rencontrer, pour échanger, avec bien sûr les chefs d'entreprise et d'autres voilà, compétences. Ok, Redouane Ghebli, donc écoutez, je vous remercie. Bon, moi je vous invite, si vous vraiment vous voulez garder le contact avec le pays, enfin y faire quelque chose, à essayer de vous rapprocher, parce que tout n'est pas noir aussi. Hein. Rapprochez-vous, je pense qu'aujourd'hui au niveau des autorités consulaires, on essaye de faire certaines choses. C'est vrai que tout ne roule pas facilement, mais vous avez, je pense, intérêt à favoriser une relation dès maintenant pour essayer de fructifier tout ça à court ou moyen terme. Vous avez la chance d'être marié à une Normande. J'espère qu'elle fait bien les crêpes. Bretonne. Attention, elle est bretonne. Pardon, j'ai dit Normande, excusez-moi. Bretonne, oui, c'est la guerre entre les Normands et les Bretons. Donc je vous dis à très bientôt, Monsieur Ghebli, et bravo pour votre parcours. Puis on espère un jour vous voir faire quelque chose avec l'Algérie, votre pays d'origine. À bientôt. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, retour sur le plateau. Alors, Monsieur Nafar, rapidement, vous voulez réagir? Oui, donc félicitations à la personne. Alors, je voulais effectivement rebondir à ce qu'il vient de dire. Effectivement, la diaspora, il y a énormément, s'organise en réseau, s'organise en association. Il y a aujourd'hui énormément, notamment en France, il y a énormément d'associations algériennes, associations de la diaspora, qui s'organisent autour. Généralement, c'est des associations thématiques, par exemple des associations d'entrepreneurs qui s'organisent entre les gens de la diaspora en France, les entrepreneurs de la diaspora États-Unis, le Canada. Donc, ils sont en liaison. Donc, il y a une organisation intra-association, réseau, et qui, généralement, travaille aussi avec des associations établies, notamment organisées par ceux qui sont revenus dans un cadre entrepreneurial, dans le pays d'origine. Et souvent, dans ce qui ressort d'ailleurs de mes recherches, il y a une forte présence, on retrouve d'ailleurs un noyau de gens de diaspora au niveau de toutes les associations très actives pour l'accompagnement et le développement de l'entrepreneuriat. Et ces associations-là donc, travaillent en étroite collaboration avec les associations établies dans d'autres pays où il y a une forte communauté algérienne établie de manière à faciliter justement ce lien entre le pays d'origine et le pays d'accueil. D'accord. Mais ces associations aussi ont intérêt à être plus offensives pour essayer de capter aussi la... Là, peut-être, il y a deux choses. Hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Algérie, on a une petite histoire avec notre communauté. Je pense, durant les années 60-70, où on avait l'amicale algérienne qui réunissait toutes les compétences dans tous les domaines. La rupture qui s'est opérée au début des années 90 avec... Actuellement, c'est vrai, on se pose la question, est-ce que l'État algérien qui doit le regrouper ou bien eux-mêmes qui doivent se regrouper entre eux? Je pense que la solution est claire, ça a été dit maintenant. Nous ne sommes plus dans une situation où c'est l'État qui doit organiser cette communauté. C'est vrai, l'État peut mettre des mécanismes de rapprochement à travers nos ambassades. C'est un investissement énorme que l'Algérie fait pour notre communauté. Mais que font nos diasporas? Il y en a pas mal de réseaux. Oui. On remarque d'ailleurs dans certaines situations que quand il y a des mouvements qui se regroupent, qui se fédèrent comme ça, c'est ensuite l'État qui essaye de s'agripper et de se rapprocher. Démarche, je pense. Si, Monsieur Ali Bey Nasri, alors, bon, je vous ai invité parce que vous êtes dans le tissu économique, vous le connaissez profondément. A-t-on besoin de la communauté algérienne à l'étranger? Absolument.
C'est une richesse dont nous ne profitons pas du tout. Une richesse, c'est-à-dire que si je prends par exemple le cas de notre voisin de l'Ouest, c'est presque 6 milliards de dollars qui sont donc engrangés chaque année. C'est 11% du PIB. Donc, alors que nous... On n'a pas de chiffres, nous. On n'a pas de chiffres. Si, Enfin, on a des chiffres de... 1 milliard, 1,8 milliard à 2 milliards, maximum 2 2 milliards de dollars. Ça rentre dans le cadre des exportations. d'euros. Ça rentre dans le cadre des exportations de services qui sont de l'ordre de 4 milliards de dollars globalement. Donc, Souvent, les transferts, ça veut dire c'est les transferts réalisés par la diaspora. Souvent, 80% c'est des retraites. Hein. Donc, c'est des transferts de retraite. exactement. Donc, quelle est cette richesse? Quelle est son évaluation? Qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter? La diaspora, dans le cadre de l'économie, bien sûr, il y a l'aspect social, culturel, religieux, enfin, dans le domaine de l'économie. Nous, on appelle les IDE. On a souvent appelé les IDE. Ces IDE peuvent aller d'ores et déjà, enfin, c'est qu'il y a eu des déplacements, hein. Le dernier en date, je crois, c'est celui du président du CNES. Oui, Qui a fait donc... 2014, oui. Oui, en 2014, c'est le plus récent. Il y a même eu des ministères dédiés, mais qui ont disparu. Bon, il en reste un secrétariat général, je crois. Donc, c'est une richesse dont on a fortement besoin. Une richesse scientifique, universitaire, culturelle, sportive, et bien sûr, au premier degré, économique. Les IDE, on n'a pratiquement rien fait. Il y a très peu, si on examine les IDE en Algérie, si on peut les considérer comme tels, il y a très peu d'Algériens d'origine algérienne qui sont venus investir chez nous. Parce que il n'y a pas, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment les organiser. Maintenant, M. Musette parle de qui va commencer, est-ce que c'est l'État ou... En tout tas de cause, il y a des exemples de par le monde. L'État est facilitateur. Le premier pas, en quelque sorte, de catalyse, de rapprochement, c'est d'abord l'ambassade. C'est notre représentation à l'étranger. Il y a combien d'événements par an dans tel ou tel, dans les pays, ce qu'on appelle les pays cibles. Est-ce qu'on est réunis si c'est pour le 1er novembre, c'est une chose. Si c'est des réunions ciblées avec des objectifs bien précis, avec une feuille de route bien précise, je prends par exemple les entrepreneurs. Là, il y a, je crois, du nouveau, et je crois fortement à l'externalisation du FCE. Peut-être c'est les débuts. C'est les débuts parce que c'est un mouvement qui est très très efficace, qui a des moyens. Et je pense que le FCE, en s'externalisant vers certaines destinations, peut être absolument, peut-être un point focal, justement, et un travail de proximité qui peut nous ramener donc directement les intéressés. Alors, loin de tout cela, et de lui-même, je pense, c'est une vocation personnelle, on ne vous y a pas incité. Kamel Haddad, vous décidez de venir en Algérie. Alors, vous aussi, pourquoi? Et ne vous a-t-on pas qualifié de fou? Vu les difficultés qui pouvaient vous accueillir. On m'a qualifié de fou dès le début, effectivement, de par la cible que j'ai Rappelez-nous quel est votre parcours. Alors, vous êtes, parce que vous avez un brillant parcours, vous êtes titulaire vous avez fait l'école supérieure de commerce. Je suis né en France. Oui. Mon grand-père émigrait en France dans les années 50. Alors, votre grand-père vient en France? En France pour travailler dans le bâtiment et dans la sidérurgie. Ensuite, mon père l'a rejoint quand il avait 10-12 ans. Et moi, je suis né en 81. Donc, voilà à peu près la timeline. Vos parents sont originaires de quelle région? Mostaganem, les deux. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je suis né en France. J'ai fait mes parcours d'école d'ingénieur et d'école de commerce. Je suis diplômé de l'ESCP Europe à Paris. J'ai vécu 2 ans à Londres où j'ai travaillé dans une multinationale qui s'appelle 3M. Et ensuite, j'ai intégré le cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Bearing Point. Et donc là, j'ai fait 7 ans de conseil en stratégie dans les télécoms, dans les médias et dans l'énergie, dans l'oil and gas. Et là où, effectivement, j'avais essayé un peu de me rapprocher de l'Algérie rapidement. Tout ça pour dire qu'en 2010, j'ai créé une association qui s'appelle Atlas, Algerian Talent and Leaders Association. Et Atlas a pour vocation de promouvoir et de développer le nombre de personnes d'origine algérienne dans les parcours d'excellence à l'international. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, on oublie tous les autres, le bruit ambiant, et on regarde l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut pour l'Algérie pour se réveiller? Il lui faut une élite. L'élite, elle est partie 2 fois, elle a fui 2 fois d'Algérie. Après 62, après la nationalisation des entreprises.
Et la deuxième fois avec les années 90, où les grands médecins, les professeurs de médecine, les entrepreneurs sont partis. Et donc elle a laissé un peu l'Algérie, dans une situation pas très confortable. Et donc, dans toute nation, il faut une élite. Et nous, on s'est dit, bon, ok, nous, on a eu la chance de faire des grandes écoles, moi, de par l'éducation de mes parents, et d'autres qui sont nés en Algérie et qui ont eu la chance aussi avec les bourses étatiques d'avant 2003, parce que Bouteflika les a arrêtés en 2003, pour faire des grandes écoles, HEC, l'ESSEC, Harvard, le SCP, etc. Et donc nous, on s'est dit, puisque l'État algérien ne fait plus rien sur ce côté-là, nous, on va le faire. Donc la réponse, c'est, nous, on n'attend rien du tout de l'État. L'État, c'est l'État, et nous, on est société civile, et l'Algérie nous appartient autant qu'à l'État. Parce qu'on fait partie de l'Algérie. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un programme qui s'appelle Talent Up. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. On a accompagné 70 élèves algériens d'Algérie. Et aujourd'hui, ils sont dans les meilleures écoles à l'international, dans les meilleures institutions internationales. Et donc ça, c'est du concret. Et ces gens-là, donc ils ont maintenant entre 25 ans et 30 ans, soit ils sont encore à l'école, soit ils sont diplômés, et ils travaillent dans les meilleures institutions dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en France. Et ceux-là, vous leur posez la question, est-ce que vous voulez rentrer? La majorité disent oui, mais la majorité savent que pour apporter une vraie valeur ajoutée, ils ont besoin d'être les meilleurs là où ils sont aujourd'hui. Pas parce qu'on a un diplôme qu'on ait une valeur ajoutée. Donc ils ont tous cette cible et ils vous disent tous oui, j'ai envie d'y aller. Maintenant, est-ce qu'effectivement les ingrédients sont réunis? Peut-être pas, notamment dans la santé, notamment dans les infrastructures, notamment dans l'éducation, notamment les femmes qui pensent aussi à elles dans les conditions de vie d'une femme en Algérie. On sait tous parfaitement que c'est assez compliqué. Et donc, c'est des préoccupations, mais grosso modo, tout le monde veut revenir en Algérie parce que économiquement, c'est un vrai. D'accord. Kamel Haddad, alors vous venez en Algérie avec l'intention aussi de créer des entreprises. Alors, quel a été le niveau des obstacles? Comment vous le qualifiez? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait ce sont des objectifs qu'on peut surmonter ou non? Moi, je veux apporter beaucoup de nuances. Le premier point, c'est moi, j'ai décidé d'investir très tôt dans les médias. Donc, j'ai racheté Algérie Focus alors que j'étais en France en 2012, que j'ai revendu il y a 2 mois. Les médias, tout le monde m'a dit que j'étais fou, effectivement, parce que très politique, très compliqué, et que moi, je ne comprenais surtout pas ce qui se passait en Algérie et que je n'étais pas journaliste. Donc, vous le savez tous, Algérie Focus est un média aujourd'hui qui est connu de tout le monde, qui fait 2 millions de visiteurs par mois, qui a une notoriété nationale mais aussi à l'international. Et donc, ça s'est très bien passé. On n'est jamais venu me voir en disant tu arrêtes de faire ça ou ça, tu dis à ton rédacteur en chef de ne pas faire ci ou pas faire ça. Donc, tout ça, c'est des mythes, qu'on se le dise tout de suite. Et je suis content de pouvoir témoigner aujourd'hui qu'on arrête une fois pour toutes de dire que l'État s'imprègne de tous les sujets. C'est faux. C'est faux. Moi, je suis entrepreneur, j'ai fait mon travail. Comme j'ai pu le faire, ça a donné des résultats que c'est même pas à moi de juger, c'est les auditeurs et c'est les électeurs. Donc c'est tout, il faut travailler, point barre. Ensuite, on a eu un contrôle fiscal comme n'importe quelle entreprise au bout de 3 ans, ça s'est bien passé, on a fait des erreurs, on paye. Donc vous avancez. On avance, bien sûr qu'on avance. Jusqu'à produire de l'huile à Mostaganem. Hein. Vous avez des plantations, je crois. Oui, mais ça c'est plutôt familial. C'est mon père qui est passionné par ça et on voit effectivement, pareil, lui il regarde sa passion de la terre et moi je regarde la partie business et je me dis, mais regardez, aujourd'hui la Tunisie est premier producteur mondial d'huile d'olive, le Maroc aussi fait une belle performance, en Algérie on importe. Est-ce que c'est normal? On est le premier pays en surface d'Afrique. Est-ce que c'est normal? On a été le grenier de la France et de l'Europe pendant des années, pendant des siècles. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. On a la capacité de le faire. L'État nous donne des concessions. L'État subventionne. Où est le malaise? Vous disiez il y a un instant que l'État ne bloquait pas. Je fais des nuances. L'État ne bloque pas, en tout cas dans le secteur que moi je maîtrise, c'est-à-dire les services. Demain, vous me dites, vous faites une usine de 500 millions d'euros, ou de 100 millions d'euros, de 50 millions d'euros, vous avez besoin d'une assiette foncière, etc. Je ne pense pas que l'État bloque, je pense que ça prend du temps. Et donc quand vous faites un business plan, vous dites ok, on sait qu'en moyenne ce type de projet met 2 ans. Dans le business plan, je sais que je ne vais pas gagner d'argent pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous dites aux personnes d'origine algérienne qui sont de par le monde et qui nous regardent
Est-ce que, alors vous leur dites, il faut venir, c'est le moment, ou c'est plus le moment? Moi, je pense que déjà, on fait une erreur fondamentale en parlant de retour. Ça veut dire un retour définitif. Moi, je suis contre ça. Je pense que les mots ont une importance. Comme on parlait de la diaspora tout à l'heure, où on parle plutôt de communauté. Moi, je ne suis pas de la diaspora si on prend la définition stricte du terme. Je ne suis pas né en Algérie, je suis né en France. Donc, je suis héritier de cette diaspora-là. Et elle est énormément puissante et elle ne le sait pas encore. Mais elle est en train de se réveiller. Donc à ces gens-là, je leur dis une chose, c'est une décision personnelle. Je pense que l'Algérie est un pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'effectivement, dans des secteurs stratégiques, je parlais tout à l'heure de la santé ou encore l'éducation, il y a encore beaucoup de travail à faire, donc il faut être conscient de ça quand on a des enfants. Mais je pense aussi que l'Algérie a besoin de tous ces enfants qui sont de partout dans le monde. Je vous donne des exemples. Au Maroc, ils ont un ministère pour les Marocains résidant à l'étranger, ça s'appelle les MRE. Effectivement, ils sont une puissance financière pour le Maroc. Aujourd'hui, il y a 13% des Marocains qualifiés à l'étranger. Vous savez qu'il y a combien de pourcents d'Algériens qualifiés à l'étranger? 25%. Dans la littérature économique, on dit qu'au-delà de 10% de sa diaspora à l'étranger, c'est une perte pour le pays d'origine. Nous, on a 15% de pertes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de l'élite, entre guillemets, à l'extérieur du pays. Et donc, on a besoin non seulement de cette puissance financière, cette puissance culturelle, cette puissance démographique pour ce pays. Et donc, juste pour finir, moi, le message que je leur donne, c'est très simple. L'Algérie est un pays de plein d'opportunités. Ce n'est pas forcément un retour définitif. Moi-même, je ne sais pas si dans 2 ans ou dans 3 ans, je serai encore en Algérie. Je pense qu'il faut parler de mobilité internationale. Oui, je pense que quelqu'un qui est à l'étranger, il peut venir 2 ans, 3 ans, repartir, revenir. Il ne faut pas se fermer et se donner des blocages psychologiques. C'est totalement inutile. Oui, monsieur Massi. Ce qu'il disait, c'est très juste. D'abord, il y a plus, on appelle mobilité maintenant, mais je pense que avec tout ce qui existe comme technologie de l'information et de la communication, peu importe le lieu, on échange là où on est. Donc, maintenant, comment capter? Moi, d'un point de vue de l'exportation, on commence à avoir des demandes de nos compatriotes à l'étranger. Des Algériens, la dernière en date, on a reçu une demande du Canada. Donc, il y a un concept qui est lancé pour des magasins, donc une chaîne de magasins algériens là-bas. Et c'est des gens qui s'intéressent, mais qui se demandent est-ce qu'on sera dans les délais? Est-ce que l'Algérie a les capacités? Est-ce que les produits, nous les avons? Ça, c'est clair. Mais en tout cas, cette capacité, la réglementation, enfin, un ensemble de données que nous ne maîtrisons pas. Si on prend, si on prend par exemple ce qui se passe de l'autre côté, en Tunisie, entre guillemets, la diaspora, en tout cas les Tunisiens résidant à l'étranger, sont rémunérés et font partie d'un réseau qui dépend donc du ministère du Commerce extérieur tunisien et qui sont les ambassadeurs. Parce que nous, on a tendance à parler d'une manière classique, attaché commercial au niveau de l'ambassade. Ça n'existe plus. Maintenant, n'importe qui peut être représentant de son pays, promouvoir à l'État d'organiser tout ça. Avoir de l'audace dans ce domaine. Si vous me permettez, justement, pour rebondir sur les consulats très rapidement, enfin, il faut qu'on se le dise une fois pour toutes. Aujourd'hui, la France et tous les pays occidentaux intègrent les Algériens et notamment les étrangers dans leur tissu économique, social, etc. Dire que les Algériens ne s'intègrent pas en France, c'est faux. Aujourd'hui, vous avez un nombre de mariages mixtes extraordinaire qui est en train d'exploser, notamment chez les femmes algériennes. Vous avez les vieux Algériens, les Chibani, qui maintenant sont enterrés plus en France qu'en Algérie, pour la première fois, et c'est historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie est en train de perdre sa communauté. Et elle le fait sciemment, elle sait très bien ce qu'elle fait. D'accord? Elle le sait très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, moi je vous dis, les politiques algériennes ne veulent pas de la diaspora. Pour quelle raison? Parce que c'est un risque politique, c'est un risque économique, parce que ce sont des compétences qui ont un cerveau qui fonctionne. La vérité, elle est là. Monsieur Musette, une affirmation qu'on entend souvent. Moi je vous l'ai dit, je l'ai entendu du premier responsable du pays. Quelque part, moi, désolé de vous contredire, hein, l'Algérie a fait appel à sa communauté. Et nous avons eu beaucoup de ministres algériens provenant de l'immigration. Je dis bien, ils occupent des postes politiques en Algérie. Il y en a eu. Américains, Français, ils ont occupé des postes politiques en Algérie. Ils n'ont pas toujours fait de bonnes choses. Donc,
Il y a eu des bons exemples comme des mauvais exemples. Dire que le politique ne s'intéresse pas à la communauté, là, je vais aller un peu fort. Maintenant, Comment vous expliquez que mon diplôme n'est pas reconnu en Algérie? Politiquement, c'est exprimé. Mais sur le terrain, il s'est peut-être... Comment vous expliquez que les diplômes des grandes écoles à l'international ne sont pas reconnus en Algérie? Non. Il faut une reconnaissance. C'est mon secteur, je peux vous dire comment ça se passe. Et j'ai travaillé là-dessus. Nous avons une direction au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est la tutelle de mon établissement, où tous les diplômes obtiennent leur équivalence, mais à condition qu'il y ait des conventions. Vous savez parfaitement bien que moi, qu'il y a beaucoup d'universités fantômes à l'étranger qui font des faux diplômes. Non, c'est tout à fait normal, tout pays est prudent. Comment se fait-il que notre diplôme aussi, en Algérie, et là je viens de sortir un ouvrage, vous allez voir que ce n'est pas seulement de l'Algérie, avec des collègues marocains, des collègues tunisiens, on a trouvé que nos diplômes aussi ne sont pas reconnus à l'étranger. Alors, si vous voulez, le problème de diplôme, on a eu des expériences des grandes écoles algériennes qui sont ouvertes en Algérie, ces grandes écoles forment. Oui, mais M. Musette, lui, vous parle des grandes écoles qui sont connues mondialement. Bon, et quelquefois... Quand vous avez un pharmacien qui a fait pharma à Paris... S'il y a une convention interétablissement, tout doit se faire. Oui, mais la personne qui a fait ses études dans une très grande école, elle ne va pas attendre qu'il y ait une convention entre les pays. Il faut lui régler son problème. Il va y avoir, c'est-à-dire pour nous... Je vous donne mon exemple très simple. Il aura le temps de repartir. Exemple très simple. Non. Et elle est repartie, cette personne, en l'occurrence. Je suis venu en Algérie en 1976. Je suis venu en Algérie. Vous voulez qu'en parler? Je suis venu avec un diplôme étranger, un bac étranger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, on me demande de ramener l'équivalence de mon diplôme de Cambridge, qui est l'équivalence du bac, pour obtenir mon diplôme de doctorat. Et ça se fait en 24 heures. Mais à aucun moment, disons, il n'y a eu objection à l'équivalence. C'est-à-dire, il faut donner le temps, si vous voulez, pour un établissement. Le temps. Mais on donne beaucoup. Non, hein. mais c'est-à-dire, si on ouvre la porte, on accepte tous les diplômes qui s'amènent. Je dis pas ça. Je dis qu'il y a des diplômes, c'est un no-brainer, ça veut dire qu'on sait très bien qu'ils sont reconnus, HEC, l'ESSEC, le CP. Les top 20, les top 30, on n'a pas besoin de convention. Oui, mais voilà, c'est tout ce que je dis. Se fait. Je peux vous garantir que ça se fait. Et si vous m'assurez que ça se fait en 48 heures, eh ben, je vous présente les personnes qui l'attendent depuis 6 mois. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Autre chose, je pense qu'il faut faire la distinction. Nos collègues ont parlé, mais là peut-être un peu trop vite, d'assimiler transfert des migrants et investissement de la diaspora. Nous sommes deux concepts totalement différents. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle du Maroc qui capitalise, transfère des migrants, c'est totalement distinct de l'investissement de la diaspora. Nous sommes dans deux concepts totalement distincts. Les envois, les épargnes sur salaire des Marocains, là aussi c'est des problèmes de retraités qui viennent avec leur argent, comme en Algérie. À 80-90%, les transferts sur les 2 milliards, qui est nettement supérieur par ailleurs à l'exportation hors hydrocarbures. Donc, si vous voulez, les transferts des migrants vers l'Algérie, qu'est-ce que ça veut dire transfert? J'ai fait ma thèse là-dessus, je peux vous en parler en 2 secondes. Le transfert, c'est sans contrepartie. Tandis que l'investissement, attention, l'investissement, nous sommes dans le monde économique. On investit, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Donc, nous sommes dans 2 concepts totalement différents. On ne parle pas de concept. C'est ça, quand on a en face de soi des éminents chercheurs, on va dans les concepts. Nous, sur le terrain. Ouais. Je dis une chose. Il y a des Algériens de l'autre côté qui veulent investir. Il y a une volonté chez nous d'attirer ces investisseurs. Oui. Okay. Il suffit maintenant, de le mettre en... Comment faire que les deux objectifs, en quelque sorte affichés, exactement, se concrétisent sur le terrain. Et là, il n'y a pas de passerelle. Non, là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le Maroc, comme la Tunisie, ont mis des incentives, c'est-à-dire ont mis des incitations pour capter l'investissement de la diaspora. Je dis bien, c'est totalement distinct des transferts, capter l'investissement. L'Algérie, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. L'Algérie, on a intérêt à le faire. Au niveau de nos agences d'investissement landais,
ils vous mettent toutes les procédures. C'est vrai qu'il n'y a pas de procédure pour faciliter Mais mieux que ça, le capter. pire que ça même. C'est-à-dire que moi, en tant qu'Algérien, je suis que Algérien en étant investisseur. Maintenant, la crise, avec la crise actuelle, on va y Mais aller. par exemple, il y a eu des roadshows, il y a eu des roadshows, il y a eu des roadshows avec des ministres. Ils sont allés où? On a été aux... Il faut qu'on cible, il faut qu'on sache là où il y a des Algériens qui sont actifs, entrepreneurs, qui veulent, que c'est leur pays, les attirer eux, les cibler directement. Oui. Maintenant, faire du généraliste, on peut y aller. Mais en tout cas, le résultat est là. Il n'y a pas d'investissement. Moi, je pense que si tous les Algériens ne veulent Prenez la pas... parole, monsieur Oui. Lafin, oui. Alors, c'est vraiment la thématique sur laquelle je travaille. C'est les investisseurs de la diaspora. Effectivement, on est passé d'une vision pessimiste de la migration, de la diaspora, à une vision positive. C'est-à-dire aujourd'hui, on considère que la diaspora est un apport indéniable au développement du pays d'origine. Notamment par l'investissement. Avant, c'était les transferts. Aujourd'hui, on pense à l'investissement de la diaspora. Les meilleurs exemples qu'on peut citer aujourd'hui, c'est l'exemple de la Chine et de l'Inde. Maintenant, l'apport de la diaspora au développement des centres, des territoires industriels qui se sont faits en Chine et en Inde, à 60% ont été développés par leur diaspora établie aux États-Unis. Ces gens-là ne sont pas venus comme ça parce que c'est vrai qu'il y a la tâche, il y a un besoin de retour symbolique au pays d'origine, mais c'est aussi parce qu'il y a eu l'appel, il y a eu facilitation surtout, parce que le politique est un élément fondamental et je dirais même central du retour de l'acteur économique diasporique. C'est toujours fait de la même manière. Singapour, la oui. Chine, l'Inde, le Brésil, tous. C'est le cas, par l'État, exemple. avec des facilitations fiscales, avec beaucoup de choses. Et surtout, Et la créer, par première chose, Oui. c'est de bien traiter cette diaspora quand on va dans un consulat, qu'on demande un passeport algérien. Il y en a beaucoup qui ont arrêté de demander le passeport algérien parce que c'est un calvaire de demander son passeport. Qu'on se le dise aussi. Donc la première des choses, elle est très facile à régler. Pour Ça fait obtenir un 20 ans que c'est rendez-vous pas réglé. maintenant, c'est 4 mois. Pour Moi, renouveler. je peux citer le cas, par exemple. Maintenant, avec la numérisation, c'est... Écoutez, la numérisation, écoutez, je ne vais pas vous citer. Je vous dis écoutez, monsieur Musette, je peux vous donner, moi, des dates précises. Hein. On donne des rendez-vous actuellement à Vitry au mois de juillet. Voilà. Voilà. Non, Il faut commencer par là. En tout cas, la communauté a besoin d'être courtisée. Oui, Absolument. en restant sur cet axe Et d'être assuré aussi. Hein. de l'investissement de la diaspora, on est concrètement sur donc une cible qui pourrait apporter un plus à l'économie Mais il nationale. ne faut pas en faire un enfant gâté. C'est là où je reviens. Non, mais- Regardez, je suis nuancé. C'est-à-dire qu'il faut la courtiser, oui. Oui, Mais c'est pas non plus le Messie. C'est-à-dire que c'est pas Superman. Ça veut dire qu'effectivement, si effectivement cette personne-là ou cette famille-là a effectivement une vraie valeur ajoutée, très bien. Il faut l'accompagner avec des mesures concrètes, comme l'a fait la Chine, j'ai pas comme l'a fait terminé effectivement Singapour. mon développement. Mais il faut pas non plus croire que c'est la seule solution. L'Algérie a d'autres solutions. Oui, Bien non, mais sûr. c'est clair. Mais c'est une partie des solutions. C'est pas effectivement la seule solution. Mais ce qui est intéressant, c'est comment fédérer toutes les solutions. C'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions Alors, puisque par quoi nous avons, excusez-moi, nous avons par exemple en Afrique, le Burkina Faso, l'association de la diaspora a été reçue par le président en faisant appel aux investisseurs, parce que l'intérêt, c'est comment justement ramener l'investissement, le capital de la diaspora. Mais vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure des IDE. Oui. C'est les IDE, l'Algérie a misé sur l'investissement direct étranger depuis le début des années 90 pour sortir de la crise. Pourquoi aller vers les pays, aller vers les multinationales, aller vers des investisseurs d'origine différente, alors qu'on a effectivement une diaspora économique, on a des investisseurs pourraient être intéressés avec des qui pourraient être avec des éducations. Je vous donne des exemples. C'est facilité effectivement. Il y a 9% des professeurs de médecine, 9% des professeurs de médecine qui sont algériens, d'accord, Oui. à l'hôpital Pompidou à Paris. Pourquoi tous ces professeurs-là, on leur dit pas, ok, vous avez très facilement, de manière très concrète, vous pouvez être professeur enseignant en fac en Algérie?
Pourquoi on ne fait pas? Non, mais Une information. Il y a plein de choses qui sont très concrètes, ça coûte rien. C'est juste, c'est un papier à information. signer. Non, mais on le fait pas. On fait rien. Monsieur Bizet, On a demandé, on a une proposé, information. juste, une termination, Reda. juste pour terminer, on a proposé au Premier ministre, M. Sellal, il n'y a pas très longtemps, de faire l'agence pour la promotion du retour en Algérie. La réponse est claire, on ne veut pas. C'est tout. Maintenant, allez lui demander pourquoi il ne veut pas. Alors, monsieur Buzette, j'espère que vous avez enregistré la communication. Oui, parce oui. que- Non, mais pour moi, il y a des témoins. une chose, c'est-à-dire dire que l'État doit revenir dans l'économie, je pense, L'État, le retour de l'État pour l'économie, pour encore... il n'est pas sorti. ajuster. Pourquoi vous voulez qu'il retourne? Il n'est pas sorti. Alors, Il n'est pas sorti. Laissez-le expliquer. avec notre diaspora, ce n'est pas l'État qui doit les organiser. Ils savent où investir, ils savent comment le faire, comment rentabiliser. Leurs compétences et leur capital. Ouais. Ça, je pense, c'est la logique du capital. Je suis d'accord. Très bien. Donc, Écoutez, si on est à ce niveau, Voilà. si on reste à ce niveau, donc c'est une affaire d'économie, d'investissement. Qui les interdit d'investir? Ils investissent ailleurs. Qui les interdit Il d'investir? y a quand même deux, trois le règles. contexte. La Non, preuve non, mais est attendez, là. la preuve, j'en suis la preuve vivante. Il y a Voilà. quand même deux, trois règles On a qui la sont un peu. Qu'on pourrait alléger. Je veux dire, l'arrêt des 51-49 pour les Algériens, pour les Franco-Algériens. Ou les... Pourquoi? Pourquoi mais il y a- D'autres règles, par exemple, vous voulez demain recruter un directeur technique, n'importe quel directeur dans votre entreprise, et c'est un Franco-Algérien. Il a une famille, il a 2 enfants, il habite à Paris, il gagne 5 000 euros par mois, il a acheté un appartement. Il a 2 000 euros de dette par mois à rembourser de traite pour son appartement. Et il vient, vous lui proposez un job, il va dire oui, moi je veux, etc. avec mes enfants, allons-y. Ah mince, il faut que je paye mes 2 000 euros de traite pour mon appartement. transférer. Les 2 000 euros, je vais les trouver où? Ah, mais moi, je vous paye en dinars, monsieur. Ah, ben, je ne peux pas venir, monsieur. Et voilà, la compétence, elle ne Juste revient pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a juste pas une des entrepreneurs. information. Juste une information. C'est les règles économiques. 98%, Oui, il faut la changer. 98% de nos exportations vers le marché européen, notamment français, sont réalisées de l'autre côté par des Algériens. Très bien. Le débat est clos. Je voudrais, oui, malheureusement, ça passe très vite. Ça passe trop vite. hein. Je voudrais juste dire que je pense que vous serez d'accord avec moi qu'en cette matière, que le jour où les choses seront facilitées pour les citoyens algériens dans leur propre pays, ce sera déjà la porte la plus ouverte qui soit pour les Algériens de l'étranger. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui. Je voudrais, à l'adresse des téléspectateurs, juste dire un mot en ce qui concerne M. Musette, parce que longtemps, moi, je vous ai vu à la télé, je me posais des questions. Mais qui c'est ce M. Musette qui a un nom francophone, qui défend l'Algérie et les Algériens plus que les Algériens d'origine ancestrale? Monsieur Musette, vous êtes d'origine de l'île Maurice. De l'île Vous êtes venu en Maurice. Algérie dans le cadre de vos études, vous l'avez expliqué. Oui, oui. Et puis vous tombez amoureux d'une Algérienne. Ah oui, c'est Et depuis, ça. vous n'êtes plus reparti, enfin, sauf pour les vacances. Ouais. Mais vous constituez aujourd'hui un homme de la diaspora mauricienne en Algérie, finalement. Non. Pourquoi? C'est la distinction. La distinction. Moi, personnellement, ma biographie est accessible pour tous ceux qui veulent lire sur Oui. Internet. C'est vrai que... Rapidement, en un mot. Hein, parce qu'on n'a pas non, le temps. non. Moi, je m'associe avec. C'est moi, personnellement, qui m'associe. Parce que pour moi, c'est l'Algérie qui a investi dans ma formation. D'accord. Et Mon vous êtes, pays n'a vous rien êtes de investi. nationalité algérienne aujourd'hui. Je suis de Et vous le lui nationalité. rendez bien à l'Algérie, Ah bah, apparemment. Bravo. Bravo. C'est la moindre des choses. Hein. Très bien. Alors, merci de votre participation. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de rendre visite à notre page Facebook. Et je vous dis, qui s'affiche là, au bas de l'écran. Et je vous dis à très bientôt, à samedi prochain, pour un nouveau débat d'Economia. Merci encore.